La question d'aujourd'hui est consacrée à un problème important qui est la Palestine. Je crois que c'est d'autant plus important d'en parler aujourd'hui au moment où on va célébrer le deuxième anniversaire du début de ce qu'on a appelé les soulèvements arabes, que, comme vous savez, il y a une rumeur, mais ce n'est pas une rumeur, un point de vue qui circule que finalement la question palestinienne a été une question à la fois totalement secondaire dans le déclenchement de ces révolutions et qu'aujourd'hui elle n'est plus à l'ordre du jour, elle est marginalisée, que finalement elle n'intéresse plus personne. Et je crois qu'il faudra effectivement discuter de cette place de la question palestinienne, de sa place dans le Proche-Orient, non seulement une place géopolitique, mais aussi une place symbolique. Et je crois que la journée d'aujourd'hui va nous donner l'occasion de revenir sur à la fois les impasses politiques de la question palestinienne, mais aussi sur son caractère symbolique et l'importance qu'il continue à avoir dans l'histoire contemporaine du Proche-Orient. Donc ce matin, nous allons aborder cette question palestinienne par un bout de territoire, si je peux dire, qui est celui de Gaza, qui est un territoire qui est à la fois très particulier, parce que c'est un tout petit territoire, c'est un morceau de la Palestine qui fait quelques dizaines de kilomètres carrés, dans lequel s'entasse une population énorme, mais dont on pourrait penser qu'il est secondaire et qui paradoxalement a toujours joué un rôle important dans la question palestinienne. Et moi qui travaillais un moment sur la direction palestinienne des années 60-70, celle qui a émergé de la défaite de 67, celle qui devait prendre la direction de l'OLP, une des choses qui m'avait frappé, c'est qu'ils avaient tous plus ou moins un lien avec Gaza. Soit parce qu'ils y avaient été, soit parce qu'ils y avaient milité, soit parce qu'ils s'étaient engagés en 1956 dans la lutte armée contre Israël. Et donc ce territoire joue, à mon avis, un rôle beaucoup plus important que son poids physique ou démographique. Et donc c'était l'occasion de demander à Jean-Pierre Filiu, qui est professeur à Sciences Po, et qui vient de sortir un livre tout à fait important, qui est la première vraie histoire de Gaza, de venir nous parler de ce territoire et à travers ce territoire de la question palestinienne. Merci Jean-Pierre, tu as la parole. Merci beaucoup, merci Alain, merci Jean-Paul, merci à vous toutes et à vous tous. C'est très toujours important de venir et de voir à quel point ce sujet attire et intéresse. D'autant que, personnellement, j'étais il y a encore quelques heures en Égypte, où justement je parlais aussi de l'histoire de Gaza à un public égyptien qui croit la connaître et qui la découvre en fait sous différentes strates de propagande et de mémoire plus ou moins partisane. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être d'abord un topo d'une petite heure, je crois que c'est l'idée, pour qu'on ait effectivement le temps de débattre et en tout cas de répondre à vos questions. Et d'abord, moi j'insiste beaucoup sur ma reconnaissance aux organisateurs de cette journée et sur ma satisfaction comme universitaire, comme professeur, de travailler aujourd'hui dans le cadre d'une université populaire. Je crois que le concept même d'éducation populaire est extrêmement important pour le travail que nous faisons. Il se trouve que je suis associé à une manifestation qui est une des grandes réussites de l'éducation populaire dans ce pays, qui sont les rendez-vous de l'histoire de Blois, où effectivement on a cette façon de mettre un savoir de type académique en circulation beaucoup plus citoyenne. Alors sur la question de Gaza, effectivement le terrain il est compliqué, j'ose pas dire qu'il est miné, ce n'est pas qu'une expression. Donc comme universitaire, je vais tout simplement avancer en mettant tous mes outils sur la table. Il n'y a pas de tour de magie, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a évidemment pas de propagande, il y a un travail de recherche avec tout ce que ça implique, et notamment les limites de la dite recherche.
Donc effectivement, cette histoire de Gaza, j'y ai consacré plusieurs années de travail, dont des séjours de terrain à Gaza dans les conditions que vous pouvez imaginer, qui ne sont pas évidentes. Et c'est donc un sujet qui présente énormément de défis, entre autres l'absence d'archives à partir de 1948, vu que les archives égyptiennes, donc sur la période 48-67, ont été saisies par l'armée israélienne et qu'elles étaient accessibles jusqu'à il y a quelques années. Il y a un travail très important qui s'appelle Governing Gaza, qui a été fait par Ilana Feldman, qui est une anthropologue de Duke University. Mais depuis quelque temps, ces archives ne sont plus accessibles. En fait, on a les archives du mandat et tout ce qui va avec, mais on n'a pas d'archives constituées pour la période postérieure, d'autant que ce que j'appelle, et ça a suscité quelques débats au Caire, la guerre civile palestinienne entre le Hamas et Fatah a aussi entraîné soit des destructions d'archives, soit des accaparements d'archives par les uns ou par les autres, suivant les différents services, allégeances qu'ils avaient. Donc il faut reconstituer cela par toute une série de techniques qui sont connues pour l'histoire du temps présent, l'histoire contemporaine. Moi, il se trouve que j'ai fait ma thèse sur mai 68 et que ce type de thèse m'a beaucoup servi pour travailler sur Gaza, à la fois pour toute la méthodologie par rapport aux témoignages militants, tous les facteurs qu'il faut leur associer pour justement en tirer une matière historique digne de ce nom, et puis en même temps donc, la collection de documents que j'ai pu recueillir sur place. Il faut voir qu'il y a toute une littérature qui n'est publiée qu'à Gaza, qui ne sort pas de Gaza, avec des maisons d'édition à Gaza, du fait du siège qui est imposé au territoire, et que c'est une matière que là encore à laquelle qu'il faut traiter avec la méthode historique, qui est tout à fait exceptionnelle. Et d'ailleurs, bon, il y a le livre lui-même, et on a fait une expérience qui s'avère tout à fait intéressante avec Fayard. Je ne vais pas faire de la pub pour le livre électronique, ce serait vraiment... mais il se trouve que dans l'édition électronique, on a des bonus en arabe. On a des documents arabes tout à fait inédits qui sont mis à disposition, notamment le texte de la déclaration d'indépendance de la Palestine proclamée à Gaza en 1948, qui est un texte qui est quand même relativement méconnu. Alors, il faut quand même poser le décor. Oui, bien sûr. Il faut me dire, parce que... Voilà. Là, ça va mieux. Voilà. Alors, parce que bon, la bande de Gaza, c'est un territoire qui est une aberration géographique. C'est un territoire qui est exclusivement créé par l'histoire dans ce qu'elle a de plus tragique, c'est-à-dire la guerre, la dépossession et les drames collectifs et individuels. Il faut voir que Gaza, dans l'histoire, et l'histoire de Gaza est plurimillénaire, vu que le premier établissement à Qatif remonte à la deuxième moitié du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Gaza, dans l'histoire, a eu, je ne fais que le mentionner, je ne vais pas vous passer sur toutes les périodes, je vais aller assez vite à 48 quand même, a eu une fonction de carrefour et de marchepied, soit pour les empires de la vallée du Nil qui voulaient s'emparer du Moyen-Orient, soit, inversement, pour les pouvoirs qui dominaient le Levant et qui voulaient pénétrer en Égypte. Tout cela s'appuyait, alors là pour le coup, sur un environnement géographique tout à fait favorable. Le Wadi Raza, la vallée de Gaza, avait un cours plus important que le Jourdain. C'était une oasis extrêmement fertile, avec des paniers dattiers, et qui deviendra au fur et à mesure de l'avancée des siècles un véritable grenier, plutôt d'ailleurs à orge câblée. C'est une ville prospère tout au long de ces siècles. C'est une ville qui est convoitée, et c'est très important, un débouché des caravanes à partir de l'Arabie pétrée, l'Arabie heureuse, et c'est d'ailleurs comme cela
que l'arrière-grand-père du prophète Mohammed, qui était caravanier, comme tous les gens de la tribu du prophète, est mort à Gaza, Hachem, hein, d'où le nom classique, dans l'islam classique, de Razatu Hachem, la Gaza de Hachem, qui lui est accolée. Mais dans toute cette série de grands basculements des empires, je ne vais pas revenir dessus parce que ce serait un peu fastidieux quand on le fait de manière aussi courte, c'est frappant, il ne faut pas faire trop de futur antérieur, et de voir que par exemple, hein, le siège d'Alexandre le Grand, qui a été extrêmement laborieux et long, on parle tout le temps du siège de Tyr, on oublie le siège de Gaza, donc en 332 avant Jésus-Christ, tout l'enjeu, ce sont les tunnels et les contre-tunnels. Voilà. Donc, je n'aime pas faire l'histoire au futur antérieur, j'aime pas dire tout se répète, mais c'est vrai que le sol meuble de Gaza, hein, est un peu propice au travail de sape, hein, et qu'on a ça effectivement de manière très précoce. Hein. Et donc on a ces envahisseurs, et on a une prospérité, on a une ville de Gaza qui est une ville qui va longtemps rester païenne. Alors ça, j'ai eu quelques débats quand j'ai parlé de tout ça en arabe à Gaza, ou quand je parlais du vin de Gaza qui s'exportait dans toute la Méditerranée occidentale. On trouvait des jarres de Gaza à Alexandrie, à Beyrouth et en Grèce. Alors vous imaginez la partie de la salle qui a ronchonné, et l'autre partie de la salle qui lui a dit « Oskot », hein, qui lui a dit « Silence ». C'était quand même 5 siècles avant le prophète, ils avaient le droit de boire du vin et d'en exporter. Hein. Donc une ville qui est restée païenne très longtemps, c'est toute une histoire tout à fait passionnante qui fera qu'elle sera finalement christianisée, avec déjà un complot, il n'y a pas d'autre mot, hein, où l'impératrice Eudoxie, qui est manipulée par l'évêque de Gaza, va plaider auprès de l'empereur, mais qui n'a aucune envie de christianiser Gaza, parce que les Gaziotes, on va dire Gaziotes, hein, ou Gazaouis, enfin, ou les habitants de Gaza, ils payent très bien leurs impôts, parce que justement ils sont très prospères. Donc on va faire christianiser Gaza par un empereur de 2 ans, hein, qui n'est pas encore sur le trône. On va lui faire baisser la tête quand on va lui demander est-ce que vous voulez que Gaza soit chrétien, et c'est sur cette base que les hordes des évêques vont venir casser les temples et au miracle recueillir les conversions des habitants de la ville sur les ruines des différents sanctuaires consacrés à Zeus, Marnas et autres. Et on voit donc toujours cette particularité de la ville, du temps des croisés, avec mentionnons-le quand même, un âge d'or, qui est l'âge d'or mamelouk, hein, qui est donc 13e, 14e, 15e siècle, non seulement pour Gaza comme lieu de carrefour, et c'est le moment où un émir mamelouk, l'émir Naourazi, construit un khan, et son prénom c'est Younes, donc vous avez compris que c'est le début du khan Younes. Hein. Et donc autant pendant des siècles, les deux agglomérations étaient Gaza et Rafah, hein, qui tient la route du Sinaï vers El Arish. Autant à partir de ce Moyen-Âge, on a la 3e agglomération qui est un caravansérail qui s'étend en fait, hein, qui est une ville marchande qui est le Khan Younes. Et donc on a à partir donc, de 1516 le règne ottoman qui est plutôt une période de décadence parce que les Gazaouis étaient très pro-Mamelouks. Ils ont d'ailleurs massacré la garnison ottomane en croyant que les Mamelouks avaient vaincu les Ottomans au Caire, bad move. Hein. Donc les Ottomans leur ont voulu pendant longtemps, même si on a une dynastie de gouverneurs, hein, les Radouanes, qui à Gaza va se perpétuer pendant quelques décennies. Et puis Gaza a aussi vu passer Napoléon. Alors, c'est comme vous savez les chambres de Charles de Gaulle en Normandie. On a vu passer Napoléon un peu partout. Alors on vous montre les endroits où Napoléon a dormi. Comme d'après les chroniques, il a dormi entre 1 et 3 jours à Gaza. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais enfin, bon, on peut toujours visiter sa chambre dans le palais, dans le sérail du gouverneur. Et comme
des dizaines de conquérants avant lui, il utilisait Gaza comme marchepied vers donc Jaffa et Acre. Et quand il est revenu, comme il était vaincu, il est passé beaucoup plus rapidement. Alors, c'est en 1906 que l'Empire britannique qui domine l'Égypte, même si ce n'est pas encore formellement un protectorat, fait la démarcation de la frontière avec la Palestine ottomane. C'est une décision par définition arbitraire, et on a demandé l'avis de personne, et la ville de Rafah est coupée en deux, ce qui arrange tout le monde des deux côtés, parce que c'est une ville justement carrefour, c'est une ville frontière, Madinat al-Houdoud, c'est une ville sur la frontière. On va voir que ça va ajouter dans le drame de Gaza une dimension supplémentaire. On va voir comment Gaza, en fait, à chaque fois qu'il y a la paix, eh bien, ça va plus mal. Donc, ce qui peut aussi expliquer un certain nombre de choses dans le rapport. Donc, sans anticiper, en 82, quand il y aura le retrait israélien du Sinaï, Gaza va être coupée en deux comme jamais elle ne l'a été au cours de l'histoire, vu qu'avant il y avait une continuité, même quand c'était les Ottomans et les Britanniques. Et donc, dernier grand conquérant qui arrive, donc soit de l'Est vers l'Égypte, soit de l'Égypte vers le Moyen-Orient, c'est Allenby, avec des batailles très très dures à Gaza pendant toute l'année 1917. Comme souvent avec l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, le commandant est une ganache qui envoie ses hommes complètement au casse-pipe. Donc la première bataille, la deuxième bataille sont très sanglantes. La ganache est désavouée, remplacée par le général Allenby. Et finalement, il y aura la grande bataille de Gaza, énormément de destruction dans Gaza. Et à partir du moment où Gaza est prise, la Palestine est prise. Allenby est en quelques jours à Jérusalem. Et donc, ça, c'est la fin de Gaza Carrefour. À partir du moment où on a le mandat de la Palestine, mandat britannique sur la Palestine, Gaza devient le chef-lieu donc d'une province et d'un district. On reprend les divisions ottomanes et elle se retrouve déjà, elle était au milieu, elle se retrouve dans un coin. Ce qui ne veut pas dire que tout va mal pour Gaza. On a un maire qui pendant 10 ans va développer énormément la ville. Et puis on va avoir pendant la Seconde Guerre mondiale une économie de guerre qui va profiter à la ville avec notamment un stationnement important de troupes anglo-saxonnes. Alors j'ai retrouvé une photo que j'ai quand même mise dans le livre parce que c'est pas ce à quoi on associe Gaza spontanément, qui sont des Australiens torse nu qui font leur gym sur la plage de Gaza dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était ça aussi Gaza. Et donc économie de guerre, la ville faisait à peu près 15 ou 20 000 habitants et en 1945 elle en fait 2 fois plus. Donc on a ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza, et je vais dire très rapidement comment on y arrive à cette bande, qui regroupe alors à peu près 80 000 habitants, avec Gaza-Ville, Khan Younes et Rafah, qui sont les 3 centres urbains. Gaza a été relativement épargné par l'implantation sioniste, parce qu'il y a tout un débat, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, pour savoir est-ce que Gaza est dans Eretz Israël. Ça ne paraissait pas du tout une priorité au début, ce qui fait que quand il y a des implantations, elles sont très tardives, elles sont à partir de 1946, elles sont clairement des implantations de type pionnier, pour ne pas dire militaire, qui sont des implantations avant-gardistes, pour contrôler en fait la route pour le Negev, qui participe d'une stratégie d'occupation de l'espace, notamment autour d'une implantation qui s'appelle Kfar Darom, mais donc très peu de population juive dans la bande de Gaza. Dans le plan de partage de 1947, donc le plan de partage que les Nations Unies ont voté en novembre 1947 entre un État juif et un État arabe, Gaza est dans l'État
arabe, c'est même son principal débouché sur la mer. Ce qui provoque d'ailleurs, parce qu'on sait maintenant grâce aux travaux d'éminents historiens comme Avish Laïm, qui a une concertation, pour ne pas dire plus, très très poussée entre sionistes et hachémites à Amman, le roi de Jordanie veut Gaza. Il veut, lui, un débouché sur la mer, et il louche, si j'ose dire, sur Gaza. La première partie, on sait, les historiens divisent, il y a deux guerres, alors après, il y a la question de la domination de la guerre d'avant le 15 mai 48 et de la domination de la guerre d'après le 15 mai 48, donc je vais toutes les dire comme ça. Donc soit on dit la guerre civile judéo-arabe, qui commence en fait dès le plan de partage de 1947 jusqu'au 15 mai 48, soit on dit la première guerre de Palestine, la première guerre israélo-palestinienne, et donc après le 15 mai 48, donc proclamation de l'État d'Israël qui a été proclamé le 14 mai, parce que le 15 mai était un samedi et Ben Gourion ne voulait pas commencer mal avec les rabbins. Donc, après le 15 mai 1948, c'est la guerre d'indépendance pour les Israéliens, c'est la première guerre israélo-arabe pour beaucoup de gens, et c'est la guerre de Palestine pour un certain nombre d'historiens, c'est la deuxième guerre de Palestine pour la plupart des Palestiniens. Et puis c'est la Nakba couvrant les deux conflits. Donc la catastrophe et l'expulsion, l'exode, le départ de l'essentiel de la population arabe de ce qui devient le territoire de l'État israélien. Et donc là, on a, avant le 15 mai 48, des actions de commando qui sont essentiellement le fait des frères musulmans qui sont implantés à Gaza depuis 1946. Hassan al-Banna, le chef des frères musulmans égyptiens, vient galvaniser ses troupes à Nusayrat, donc au centre de la bande de Gaza. Il établit d'ailleurs une base. Ce ne sont pas des actions très importantes d'un point de vue militaire. Les frères musulmans essuient de très lourdes pertes, mais elles vont participer énormément dans la construction du mythe, frères musulmans, l'idée que nous étions là avant les États, nous avons combattu quand les États nous abandonnaient, et nous avons été aux côtés des Palestiniens beaucoup plus qu'eux. L'action des frères musulmans sur l'autre front, sur le front jordanien, notamment dans la poche Bethléem-Hébron, est beaucoup plus importante et significative militairement. À Gaza, on ne peut pas vraiment en parler. Alors le paradoxe, c'est que l'essentiel de ce qu'on sait sur cette campagne de Gaza, on le sait par Gamal Ben Nasser, qui a témoigné de tout cela auprès de l'Éternel, Mohamed Hassanein Ekal, qui était à l'époque donc jeune officier, mais qui était, ce qu'on sait moins, un frère musulman, et qui va quitter les frères musulmans sans doute dans des conditions troubles, comme toujours, mais sans doute après l'expérience très douloureuse de Gaza, et entre autres ce qu'il a vu des frères musulmans qui ne l'a pas vraiment convaincu sur le plan militaire. Et il dira qu'après tout, tant qu'à essayer de prendre le pouvoir par les armes, autant y aller par un putsch, par un complot militaire beaucoup plus classique. Enfin, là aussi, je ne voudrais pas anticiper, mais il faut voir que toute cette génération d'officiers libres va à un moment ou à un autre être associée à l'aventure de Gaza, qui va profondément les marquer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le corps expéditionnaire égyptien, c'est presque une répétition en grandeur réelle de tout ce qui va se passer après. Parce qu'ils avancent difficilement, ils longent la côte, c'est laborieux. En même temps, il y a des communiqués de victoire tout à fait grandiloquents. Nasser est furieux, il dit « Mais pourquoi on dit qu'on a pris cette position alors qu'on est encore en train de piétiner devant ?» Ça désorganise complètement les lignes d'approvisionnement et de communication. Enfin, tout ça, c'était déjà l'automne, que dis-je, c'était déjà la fin du printemps 1948 et l'été 1948, avec finalement l'armée égyptienne qui est arrêtée au niveau de ce qui s'appelle encore à l'époque Mashdal, la ville qui est aujourd'hui connue comme étant Ashkelon, qui a été hébraïsée beaucoup plus tard, pas au moment de 48-49, mais de manière décalée. Et donc, pour faire court, on a différentes offensives, contre-offensives, les Égyptiens qui sont encerclés, entre autres Nasser, dans la poche de Fallujah,
Et on a, si j'ose dire, une erreur tactique israélienne qui va créer la bande de Gaza. Il faut voir qu'à un moment, les Égyptiens peuvent effectivement être vaincus à Gaza. Mais que Yigal Allon, qui commande le front sud, donc il y a une instruction très claire de Ben Gourion pour une percée sur le Negev, mais Ben Gourion ne veut pas provoquer les Britanniques sur Gaza, qui est quand même malgré tout, là encore, un verrou sur la route du canal de Suez. Yigal Allon passe outre, entre en Sinaï égyptien, encercle la bande. Il y a des accrochages très sérieux, y compris avec du matériel lourd et des pertes britanniques, et un ultimatum qui oblige Yigal Allon à reculer et qui donc crée, par le cessez-le-feu au tout début de 1949, ce qui va être la bande de Gaza. Donc sur 360 km², il faut voir qu'à l'époque, il n'y a aucune démarcation. Il y a juste des bidons de pétrole, des barils de pétrole dans le sable, qui sont posés. Mais derrière ce désastre militaire, il y a une vraie tragédie politique qui se joue, qui est celle de ce qu'on appelait Hokoumet Omoum Palestine, donc le GTP, le gouvernement de toute la Palestine, qui va pendant quelques jours siéger à Gaza, avec un parlement à Gaza, qui va distribuer 12 000 passeports, qui va proclamer l'indépendance et qui va être replié sur instruction des autorités égyptiennes qui veulent conserver une stricte maîtrise des opérations militaires et qui vont donc débander l'armée que ce gouvernement s'était donnée. Et d'une certaine façon, on voit que je suis allé dans l'école fériale, où a été proclamé ce gouvernement, et on voit comment s'est jouée là aussi une grande partie de la disparition politique des Palestiniens dans les différents accords de cessez-le-feu qui vont être signés à l'issue de cette première guerre israélo-arabe, première guerre, appelez-le comme vous le souhaitez, et surtout de la première et dernière conférence internationale digne de ce nom, sous l'égide de l'ONU, qui se réunit à Lausanne à l'été 1949, et où, après un sommet arabe, les différents États arabes décident qu'il n'y aura pas de représentation palestinienne. Et donc les Palestiniens disparaissent du champ. Au cours de cette conférence de Lausanne, intéressant, alors tout ça est relativement peu connu, et vous allez voir à quel point cela sonne à nos oreilles aujourd'hui. Ben Gourion propose d'annexer Gaza. Alors pourquoi ? Comme souvent en histoire, il faut à la fois faire confiance aux acteurs, récupérer leurs documents, mais ne pas surestimer leurs connaissances. Les Israéliens n'ont aucune idée du nombre exact de réfugiés à Gaza. Ils ne se rendent pas compte du nombre de personnes qui s'y est rassemblées. Qui est rassemblées pour des raisons simples, c'est qu'il y a le Sinaï. Il y a une barrière naturelle qui n'existe pas avec la Syrie, qui n'existe pas avec le Liban, qui n'existe pas du côté de la Cisjordanie, qui vient d'être annexée par la Transjordanie, ce qui donne la Jordanie. On a donc cette bande de Gaza sur laquelle il y avait 80 000 Palestiniens, et où on sait maintenant que 200 000 réfugiés sont arrivés. Alors cette proportion, elle est la même aujourd'hui. Vous savez que ce qui s'appelait au début l'Agence pour les réfugiés de Palestine, qui est devenue en 1949, donc après l'échec du règlement international qui suit ce conflit, l'Agence des Nations Unies pour le travail et l'assistance, une loi, Relief and Work, ce qui prouve qu'on s'installait dans du provisoire qui allait durer. Et donc cette agence considère qu'on est réfugié de père en fils, ou de mère en fille, ou de parents à enfants. Et que donc la proportion 80-200 reste la même aujourd'hui pratiquement dans la population de Gaza, qui fait qu'on est sur un territoire où on a entre 2 tiers et 3 quarts de réfugiés. Et c'est ça aussi qui fait que Gaza
est, d'après moi, au centre de la question palestinienne. Hein, même si, géographiquement, c'est une évidence de dire qu'elle est à la périphérie. Parce que, et les Gazaouis le disent volontiers, ils disent on est l'arche de Noé de la Palestine. Il n'y a pas une majorité de ces réfugiés vient du sud de la Palestine, hein, mais il y a des réfugiés de Galilée, il y a des réfugiés de Jérusalem, il y a des réfugiés de Jaffa, il y a des réfugiés de Naplouse, hein, et donc il y a un peu toute cette Palestine qui se retrouve en exil sur la terre de Palestine, sans qu'il y ait de revendication territoriale d'un pouvoir arabe extérieur, ce qui est la différence majeure, évidemment, avec la Cisjordanie qui a été purement et simplement annexée par la Jordanie. Donc on a ce non-territoire qui devient, par défaut, le berceau du nationalisme palestinien au moment même où la Palestine a disparu en tant qu'entité politique et où la représentation politique palestinienne n'a plus cours, y compris dans les sommets arabes. Et donc c'est dans ce contexte que Ben Gourion, qui croit qu'il n'y a que 100 000 réfugiés palestiniens à Gaza, fait, et là aussi ça sonne... les Israéliens savent ce qu'ils veulent, ils construisent une proposition, ils la présentent comme un geste de bonne volonté. Les Américains, au début réticents, finissent par l'endosser comme étant effectivement une concession que les Arabes, qui ne savent vraiment jamais saisir une occasion quand on leur offre, sont incapables d'en tirer profit. C'est exactement ça qui se passe. Hein. On a quand même les Arabes qui arrivent à la conférence de Genève en disant bon, c'est concerté, on va accepter le plan de partition, mais il faut maintenant qu'Israël se retire des territoires qui n'étaient pas alloués à l'État juif, avec des compensations pour les réfugiés. Je dis à grands traits. Hein. Il faut voir que l'Égypte est littéralement assise sur un volcan, hein, qu'on a le chef des frères musulmans qui a été assassiné, parce que juste avant, un frère musulman déguisé en policier avait assassiné le Premier ministre au nom de la trahison en Palestine. Il est fort probable que les frères musulmans avaient, au nom de la Palestine, formé un appareil militaire clandestin prêt à aller plus loin dans des objectifs de conquête du pouvoir à l'époque. Hein. On n'en sait pas, on saura peut-être un jour. En tout cas, c'est très clairement ce que Nasser, qui vient de quitter les frères musulmans, pense. Et c'est pour ça qu'il neutralisera assez vite les frères musulmans après sa propre prise du pouvoir en 1952. Donc, on a Ben Gourion qui, non seulement ne veut pas se retirer, mais propose d'annexer Gaza comme un geste de bonne volonté, en disant « c'est notre contribution au règlement de la question des réfugiés ». Et, comme toujours, on a quand même un drame humain atroce. Il faut voir que pendant l'hiver 48-49, j'ai recueilli des témoignages de médecins, d'humanitaires, qui ont vu des enfants mourir de faim, de froid, hein, parce que l'hiver à Gaza, il fait très froid. Et les tentes n'étaient même pas encore arrivées. Les tentes n'arrivent qu'au cours de l'hiver. Les premières tentes sont des tentes turques qui arrivent. Et les pionniers de l'aide aux Palestiniens à l'époque, ce sont les Quakers, hein, qui vont faire un travail extraordinaire pendant l'hiver 48-49, avant que l'ONU prenne le relais et établisse les différents camps de réfugiés qui sont les mêmes aujourd'hui. Hein. Ils ont tous été créés à partir de 49 et 1950. Donc Ben Gourion propose d'annexer Gaza et de rapatrier, si j'ose dire, 100 000 réfugiés. Le chiffre de 100 000 étant la position... Les Israéliens ne veulent pas entendre parler de plus de 100 000. Hein, ils fixent à 100 000. Alors, effectivement, les Égyptiens, non seulement il n'y a pas de retrait israélien, mais en plus il y a une annexion supplémentaire, c'est totalement exclu. Et on voit dans la correspondance diplomatique qu'au début, les Britanniques, bon les Français là-dessus ont été, on va le dire, impeccables, mais les Britanniques et les Américains qui au début pensent que la proposition de Ben Gourion est saugrenue, au bout de quelques semaines la prennent à leur compte et font eux pression sur l'Égypte pour qu'elle accepte la proposition, ce qui est une des raisons de l'effondrement de
de cette conférence de paix et du fait qu'on passe dans le provisoire qui dure. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé à ce moment-là, l'UNRWA, les accords de cessez-le-feu, c'est un médiateur de l'ONU qui était l'adjoint de Bernadotte, après l'assassinat de Bernadotte à Jérusalem, donc il prend sa succession, Ralph Bunche, qui est un diplomate afro-américain, qui n'avait aucune chance de carrière aux États-Unis même, et qui devient l'architecte de ces accords de paix, et qui invente le provisoire qui dure. Voilà. Comme on ne peut pas s'entendre sur le fond, on va faire un cessez-le-feu indéfini. Et dans ce non-lieu, les Palestiniens disparaissent. Alors je vais être beaucoup plus rapide, mais il faut quand même qu'on voit dans quelles conditions tout cela est apparu, parce qu'on le présente comme étant une donnée. Et c'est vrai que ça dure, mais ça n'est qu'un produit de l'histoire. Il n'y avait aucune fatalité à ce qu'on en arrive là. Et donc on voit effectivement cet espace artificiel qui va peu à peu devenir le berceau du nationalisme palestinien, avec au début les deux grandes tendances, qui ne sont pas uniques, mais qui animent ce mouvement, ce sont les communistes et les frères musulmans, et qui vont très longtemps travailler ensemble, et travailler ensemble contre Nasser, avec effectivement une répression importante qui va leur être infligée, notamment dans ce que les Gazaouis et la littérature de l'époque appellent la première intifada, qui est en 1955, contre Nasser, contre le dictateur Nasser, parce qu'il y a eu un raid israélien particulièrement sanglant qui est mené par l'unité 101 d'Ariel Sharon, qui se fait les dents un peu sur Gaza, et que donc la population descend dans la rue pour se plaindre que l'Égypte ne la défend pas assez. Alors pour faire très court, qu'est-ce qui va se passer face à ce défi? D'abord Nasser va venir à Gaza, je crois qu'il est le seul président égyptien à avoir jamais mis les pieds à Gaza, même si j'ai plaidé récemment au Caire pour que ce geste soit renouvelé par son lointain successeur, parce qu'on m'a interrogé sur les liens du Qatar, j'ai dit oui, je crois bien que le président égyptien aille à Gaza. Donc on voit que à partir de là, il y avait des groupes, faire très simple, c'est des histoires militantes compliquées, des groupes de frères musulmans qui étaient devenus des dissidents des frères musulmans, avec notamment Abou Iyad, Abou Jihad, qui avaient formé des unités de Fedayeen qui avaient repris le nom en fait des combattants anti-britanniques dans la zone du canal de Suez. Et Fedayeen, c'est simplement celui qui c'est un nom classique, c'est celui qui fait le sacrifice fidèle de sa vie. Et donc ces unités de Fedayeen vont être reprises en main par les Égyptiens, par la sécurité militaire égyptienne, pour des opérations, des campagnes de Fedayeen en territoire israélien. C'est la façon dont Nasser a décidé de riposter aux incursions de l'unité 101 d'Ariel Sharon. Là-dessus, il y a un très bon livre, on connaît son livre sur la naissance du problème des réfugiés palestiniens, mais le livre de Benny Morris sur les guerres des frontières d'Israël 49-56, tout à fait remarquable, parce qu'il y a justement toutes les données des unités militaires israéliennes. Et donc, il va y avoir une première campagne, une escalade, une deuxième campagne, et c'est là que Gaza pèse, sans doute, dans la décision israélienne de mener ce qu'on appelle toujours à Gaza et en Égypte la lâche agression tripartite, avec l'Égypte, avec Israël, avec la France et la Grande-Bretagne contre l'Égypte de Nasser, très clairement pour écraser l'Égypte de Nasser. Alors là aussi, c'est une expérience qui est peu connue, qui est méconnue, mais c'est que Gaza va être le premier territoire occupé. Elle va l'être pendant 4 mois, et les Israéliens ont une obsession, c'est liquider les Fedayeen. Et donc, on a un bilan très lourd. Je vous encourage à lire, si vous l'avez fait, la bande dessinée de Joe Sacco, Gaza 1956. C'est d'abord une bande dessinée extraordinaire, c'est un travail de 7 ans, mais du point de vue de la méthode historique, c'est remarquable. À la fois les témoignages croisés, le travail sur les archives, etc., notamment sur les 2 grands massacres qui interviennent à ce moment-là, notamment le massacre
le mitraillage de civils contre le Khan Younes, contre le mur du caravansérail. Et donc, pour résumer, si j'ose dire, sur à peu près 300 000 habitants de Gaza à cette époque, vous avez 1 millier de morts en 4 mois. C'est effrayant. C'est une expérience absolument traumatisante et qui jouera beaucoup en 67 dans le fait que la population fuit, parce qu'elle ne veut pas revivre ça, mais aussi dans le fait qu'il va y avoir résistance, parce qu'en 56-57, on a pu voir partir les Israéliens après une résistance qui à Gaza était plutôt civile, qui associait toutes les factions, les Nassériens, les bassistes, les communistes, les frères musulmans, les nationalistes, les laïcs, etc. Et donc, l'idée que l'occupation israélienne peut être réversible. Et Ben Gourion, évidemment, n'est pas heureux d'évacuer Gaza, mais il accepte ce diktat américain, c'est vraiment la pression d'Eisenhower, parce qu'il pense que Nasser, comme il dit, c'est pas un tendre, Ben Gourion, a compris la leçon et tiendra Gaza. Il ne sait pas si bien dire. Gaza va être d'un calme presque absolu pendant les 10 années suivantes, entre autres parce que les dernières unités de Fedayeen vont être complètement démantelées par les Égyptiens. Le dernier d'entre eux sera Abou Iyad, qui le raconte très bien dans le livre d'entretien mémoire qu'il a fait avec Éric Rouleau, Palestinien sans patrie, comment il les conduit menottés à l'aéroport, ce qui fait que tous ces gens qui ont travaillé à Gaza vont aller fonder le Fatah à Koweït, dans le Golfe, y compris d'ailleurs Abou Mazen, qui était l'officier, qui continue à faire la liaison pour le Fatah avec Gaza, alors que lui-même n'est pas originaire de Gaza, au nom du ministère de l'Éducation du Qatar. Vous voyez que le Qatar, c'est quand même pas nouveau. Ça remonte, faut pas croire. Donc, pour faire simple, premier cycle de 20 ans, on a effectivement la disparition de l'autonomie de décision palestinienne, de la représentation palestinienne, cette concentration imposée dans des conditions humaines effroyables sur le territoire de la bande de Gaza, une grande diversité de courants politiques, c'est une population très politisée, pour des raisons simples, c'est que de la politique dépend tout simplement sa projection dans le futur immédiat, le devenir de sa famille, etc. Donc population très politisée, et émergence des Fedayeen, mais je dirais presque offshore, c'est-à-dire ils sortent de Gaza pour aller fonder le Fatah. Et donc 67-87, c'est un deuxième cycle de 20 ans, où effectivement on a l'occupation, mais on a la résistance, qui va durer beaucoup plus longtemps à Gaza qu'ailleurs. Elle va durer pendant près de 4 ans, c'est la guerre de 4 ans, parce que là on a deux courants qui convergent, on n'a pas tellement le Fatah, mais on a ce qu'avait créé Nasser, qui étaient des unités supplétives de l'armée égyptienne, qui était l'armée de libération de la Palestine, qui avait un armement plutôt léger, mais qui avait surtout une culture militaire, qui était allée dans les académies d'officiers du Caire. Alors moi, ils m'ont raconté le choc des cultures entre les Fedayeen d'un côté et les officiers de l'ALP de l'autre. C'était en Syrie, c'était avec Abou Jihad, ils faisaient des ateliers, et donc les gens du Fatah montraient à l'ALP comment ils opéraient, et les gens de l'ALP disent et quel est l'itinéraire de repli? Il n'y en a pas. Ils allaient, c'était des opérations complètement sacrifices. C'est comme la force 17 qui s'enterrait à Karama à mi-cuisse. Et donc, avec l'ALP, au contraire, il y a des itinéraires de repli, il y a des caches, il y a toute une culture militaire qui va leur permettre de durer, parce qu'ils ont des réseaux dans tout. Et puis, il y a les héritiers, les orphelins plutôt de Nasser, qui étaient dans le mouvement des nationalistes arabes, qui après, qui étaient protégés par les Égyptiens parce que très activement engagés en soutien de Nasser,
et donc qui deviennent le FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, sous l'égide de Georges Habash, et qui, eux, ont effectivement leur propre réseau, ce qui fait que l'ALP qui devient Force populaire de libération et le FPLP d'autre part vont effectivement pas créer un rapport de force, mais il faut voir que l'occupation israélienne de Gaza, c'est le 6 juin 1967. La première opération anti-israélienne, c'est une mine dans le port de Gaza, c'est le 11 juin. Donc c'est tout de suite. Donc, et ça va durer 4 ans. Et ça va s'achever par la mort des deux chefs charismatiques, l'un des forces populaires, Ziad el-Husseini, qui a 25 ans, l'autre, Mohamed El-Aswad, qu'on appelait le Guevara de Gaza, qu'on a à peine plus, donc on voit en même temps le recrutement des combattants, et puis par Ariel Sharon, qui va devenir le chef militaire de Gaza et qui va faire de l'aménagement urbain. C'est-à-dire qu'il va déplacer à peu près 10% de la population de Gaza et créer des grandes avenues dans les camps, et raser une partie des vergers, parce que les vergers étaient les lieux de cache pour la guérilla. Donc on voit ce deuxième cycle, 67-87, où on a une résistance armée, mais qui est brisée. Tout ça se fait à un coût humain que je ne mentionne pas, mais on a déjà des liquidations interpalestiniennes au nom de la lutte contre les collaborateurs et les indicateurs, qui sont rien par rapport à ce qui s'est passé depuis, mais qui créent un traumatisme d'une société qui est quand même très cohérente. Et les Israéliens jouent beaucoup là-dessus. Déjà à l'époque, on a les indicateurs masqués qui arrivent, et c'est sans doute au hasard qui désigne les gens, mais ça déstabilise complètement une population, de même que les Israéliens utilisent déjà pour la première fois les Mustaravim, donc les unités commando déguisées en arabe, qui sont généralement des opérations homicides, ce qui crée énormément de troubles dans la population. Mais on a une résistance civile nationaliste autour des grandes familles de Gaza, les Abdel Shafi, les Sourani, les Husseini, qui va perdurer avec une première défection. C'est-à-dire qu'en 67, ce consensus nationaliste englobe tout le monde, sauf les frères musulmans. Parce qu'il y a un contact avec le nouveau chef des frères musulmans, qui est le Cheikh Ahmed Yassine. On lui propose de venir, les frères musulmans ont été de toutes les mobilisations antérieures, et il refuse. Alors, c'est pas un complot, c'est tout simplement qu'ils sont épuisés par la répression nassérienne, ils veulent se reconstituer sur une base sociétale, sur la base des associations, de la charité, etc., ce qu'évidemment les Israéliens vont comprendre. Et donc, dès que la guérilla est écrasée, c'est à quelques semaines. La mort du Guevara de Gaza précède de quelques semaines l'inauguration officielle en présence d'un officier israélien de la mosquée de Cheikh Yassine à Gaza. Et évidemment, pour amplifier le trouble, il circule en jeep israélienne, et il s'arrange bien pour le montrer à tout le monde, les Israéliens, je veux le dire, pour diviser le camp. Cela dit, les frères musulmans ont leur propre stratégie de pouvoir, qui va être d'ailleurs à un moment soutenue par le Fatah, en tout cas par Abu Jihad, pour casser la gauche et le FPLP à Gaza, avec différentes crises. Il faut voir que Gaza est de plus en plus en vase clos après Camp David, quand Sadat se venge sur Gaza du fait que les Palestiniens le critiquent autant. Et donc, alors que jusqu'à présent, les Gazaouis avaient des visas d'étudiants, des facilités pour l'Égypte, tout ça prend fin et oblige Gaza, par exemple, à ouvrir une université, qui sera l'université islamique, qui devient le théâtre d'affrontements très très durs entre d'abord progressistes et islamistes, et ensuite entre Fatah et frères musulmans, y compris avec armes à feu. Ce sont les frères musulmans qui gagnent, de même que ce sont les frères musulmans qui
détruisent en janvier 80 le Croissant Rouge palestinien, qui était le fief de la famille Abdel Chafi et de la gauche nationaliste, hein, pour faire simple. Hein. Tout ça crée quand même un climat très lourd, c'est-à-dire l'idée de la Gaza unifiée, puis qui se serait divisée récemment, c'est faux. Hein. Les conflits à Gaza sont beaucoup plus violents qu'en Cisjordanie. Et c'est aussi à Gaza que non seulement ces conflits naissent, mais que naît une troisième voie, si j'ose dire, qui entre Fatah et Hamas pense réconcilier à la fois l'islamisme et le nationalisme par la lutte armée. C'est le djihad islamique, hein, qui, à partir de 86, mène des opérations très spectaculaires contre les Israéliens, hein, qui rythment, au fond, on voit très bien, hein, bon, c'est facile quand on est historien de voir a posteriori, mais on voit très bien la montée vers l'intifada, hein, avec à la fois des manifestations, des grèves, des attentats, et puis dans les tout derniers jours, hein, cet enchaînement, un assassinat, un colon israélien qui écrase 4 Palestiniens, dont 3 Palestiniens de Jabalia, et le lendemain, 9 décembre 1987, à Jabalia éclate l'intifada, donc la révolution des pierres. Il y a une coordination entre le Fatah, les communistes, le FPLP, le FDLP, qui va assez vite devenir le commandement national unifié du soulèvement, mais elle vient de Gaza avant de s'étendre en Cisjordanie. Et il faut voir que lors des funérailles du premier martyr, les frères musulmans sont hués. Donc Cheikh Yassine comprend parfaitement les risques, il réunit la direction des frères musulmans et il fonde contre l'avis de la direction. C'est les structures frères musulmans, hein, ce pas des structures où on vote. Hein. Il y a le chef, quand il décide. Alors évidemment, maintenant, ils disent tous hein, qu'ils étaient d'accord avec le chef, qu'il avait raison et tout. La réalité, c'est qu'il l'impose. Et il transforme les frères musulmans en mouvement de la résistance islamique, Hamas. Deuxième cycle de 20 ans, hein, qui est au fond l'échec de l'occupation bienveillante, avec porte ouverte, l'échec aussi de la colonisation et de la tentative de dissocier Gaza de l'Égypte avec Rafah qui a été coupée en deux. Et donc 87-2007, là c'est le cycle de l'État entrevu et perdu. Hein, où on voit la première intifada, on en a une image souvent un peu idéalisée. Ça a été effroyable. Ça a été effroyable en termes de pertes, en termes de souffrance pour la société, encore plus à Gaza qu'en Cisjordanie. Il faut voir qu'à Gaza, les pertes sont plus importantes, les enfants sont beaucoup plus nombreux à mourir, et les liquidations interpalestiniennes sont beaucoup plus nombreuses déjà qu'en Cisjordanie. À partir de 90, quand on ne voit plus du tout de percée politique, du fait, entre autres, du pari de l'OLP sur l'Irak de Saddam Hussein, les liquidations interpalestiniennes se multiplient. Et c'est en fait le service interne du Hamas qui était chargé des règlements de compte, vous rappelez, qui s'appelait le Majd, Munazamat Jihad wa Darwa, mais qui est en fait un service de sécurité interne, qui va devenir les brigades Ezzeddin el-Qassam, donc à partir de 91, et le premier attentat suicide des brigades est immédiatement postérieur à l'annonce des accords d'Oslo. Donc là aussi, on a, du point de vue chronologie, quelque chose qui est très, très, très clair, quel que soit après les déclarations des uns des autres sur il était d'accord, il n'était pas d'accord. Cette division s'installe déjà. Mais ce qu'on a tout à fait sous-estimé, c'est l'incompréhension, le malentendu lors du retour d'Arafat à Gaza en 1994. Il faut voir que pour les Gazaouis qui ont payé un prix énorme, ce sont eux qui ont permis le retour des exilés qui doivent leur être reconnaissants.
alors que la direction de l'OLP, qu'on appelle peu aimablement les Tunisiens à Gaza, à Tawansa, bon, d'abord, ils ont vécu à Beyrouth, ils ont vécu à Tunis, c'est vrai que quand on arrive à Gaza, ça fait un petit changement, hein, mais surtout, ils ont l'impression que c'est eux qui ont libéré, et qu'on doit les accueillir en libérateurs. Ajouter à cela des choses très simples, les problèmes de logement, qui font que très vite, parce que qu'est-ce qui est prévu dans ces accords d'Oslo? Toujours la même chose, sécurité, 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 comme si l'autorité palestinienne n'était qu'un immense appareil de sécurité, hein, vu que c'est l'obsession. Hein. Et donc tous ces chefs des services de sécurité, eh bien, comme par hasard, ils vont être logés chez les grandes familles de Gaza. Les plus petits chefs, bon, bah, eux, ils vont être logés chez des plus petites familles, hein, avec des rapports comme ça qui vont se créer, qui vont très vite, il faut quand même le dire, être des rapports de corruption et de clientélisme, avec une culture de la violence qui n'était absolument pas absente de l'OLP à Beyrouth pendant les années dites fastes du Fatahland. Le premier mort sous la torture par la police palestinienne intervient quelques jours après le retour d'Arafat à Gaza. C'est tout à fait accablant, mais c'est comme ça. Et donc on a effectivement ce divorce qui est profond, hein, et qui va se creuser parce que dès qu'elle en aura la possibilité, l'autorité ira en Cisjordanie et ira à Ramallah. Et ne viendra au fond à Gaza qu'en incursion-excursion. Hein, et avec une vraie aliénation. Hein. Et la grande force du Hamas, c'est que, et c'est très étrange quand on pense du point de vue historique, c'est que le mouvement qui historiquement va prôner la coexistence des deux États après une évolution compliquée sur laquelle Alain avait entre autres consacré sa thèse et ensuite un ouvrage de référence, mais le Hamas lui n'a pas bougé, donc il est vraiment de la terre. Beaucoup plus que ceux qui parlent de quelque chose qui apparaît abstrait. Hein. Donc on est vraiment dans un ciseau historique et un ciseau de perception, puis un ciseau tout court, parce que la paix, pour les Gazaouis qui sortent d'une intifada qui les a cassés, brisés, ben, la paix signifie qu'ils vont vivre encore plus mal. Pourquoi ? Parce que va se systématiser la politique des bouclages. Pendant l'âge d'or du processus de paix, 93-96, Gaza est bouclé 1 jour sur 3. C'est-à-dire que, pour faire très simple, si vous mettez d'un côté l'ensemble de l'aide internationale qui a été allouée du fait du processus de paix, elle ne compense pas les bouclages. Parce que Gaza, au cours de la période antérieure, était devenu un réservoir de main-d'œuvre bon marché pour Israël, et donc l'essentiel, hein, des ressources de Gaza, c'était ces salaires qui revenaient d'Israël. C'était accessoirement aussi les remises des émigrés dans le Golfe, mais après l'expulsion massive des Palestiniens du Golfe en 1991, cela aussi avait été perdu. Hein. Donc, les gens de Gaza vivent de plus en plus mal. Du fait des crises répétées, les Israéliens étendent les périmètres de sécurité dans la bande de Gaza. C'est-à-dire que vraiment Gaza devient un lieu de tous les incidents, de tous les accrochages. Hein. On a à peu près un quart de la bande de Gaza qui est zone militaire ou colonie de peuplement, avec un certain nombre de points de population palestiniens qui sont encerclés, hein, littéralement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rentrer que par des portes qui sont ouvertes ou fermées par les Israéliens à leur convenance. Et donc c'est aussi cet enfermement qui pèse sur Gaza et qui fait que le Hamas il y est de plus en plus populaire. Hein. Donc la deuxième intifada n'éclate certes pas à Gaza, hein, en septembre 2000, à différence de la première, mais c'est à Gaza qu'elle va prendre ses formes les plus violentes, et notamment les formes les plus violentes entre Palestiniens, hein, et notamment avec une polarisation entre le Hamas d'un côté et la sécurité préventive de l'autorité palestinienne, et notamment son chef, qui est Mohamed Dahlan, qui est l'ancien patron du Fatah à Khan Younes, qui a été exilé, qui a travaillé avec Abu Jihad et qui est revenu un peu comme le grand chef de la police et des services de sécurité.
Vous connaissez la suite, hein, je mentionne les 3 échéances pour aller à ma conclusion. C'est que de Gaza d'abord, hein, pour faire simple, qui était quand même pour Rabin et Arafat le début d'un processus, on arrive avec Sharon à Gaza pour solde de tout compte. Hein, et l'idée est de se retirer de Gaza pour ne plus parler de rien d'autre. Et enfermer dans Gaza hein, à la fois les contradictions palestiniennes et les revendications palestiniennes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la classe politique palestinienne n'a pas été à la hauteur de ce défi. Et a au fond pratiquement fait, dans des conditions qui étaient terribles, hein, mais a au fond pratiquement tombé dans tous les pièges qu'on lui tendait. Hein. Certes, l'autorité palestinienne n'a pas été associée, n'a pas négocié le retrait de Gaza, qui a été un fait accompli, unilatéral, qui n'a pas pu l'agrandir. Du coup, ça a grandi le Hamas. Mais après, on s'est retrouvé dans toute une série de crises et de contradictions, et puis de jeux à front renversé. Hein. Le Fatah change les règles du jeu électoral avant les élections de janvier 2006. S'il ne les avait pas changées, il gagnait les élections. Le Hamas ne voulait pas gagner les élections. Ils sont complètement désemparés quand ils apprennent qu'ils ont la majorité. Ils voulaient s'instaurer comme contre-pouvoir après un débat très dur. Ils avaient boycotté les élections précédentes. Hein. À Gaza, on voit que c'est pas si simple que ça, qu'on vote plutôt Hamas dans certaines zones et plutôt Fatah. On n'est pas du tout dans un territoire homogène. C'est la même chose d'ailleurs de la Cisjordanie. Mais les crises successives, le boycott international et effectivement le blocus qui va peser vont réellement provoquer une guerre civile palestinienne. Hein, de juin 2006 à juin 2007, il y a plus de Palestiniens tués par les Palestiniens que par les Israéliens, alors même qu'il y a des offensives très importantes pour libérer Shalit. Hein, et donc tout ça culmine en 2007. Il y a sans doute eu une planification pour prendre le pouvoir contre le Hamas. Ça ne change rien au fait que le Hamas réalise un coup d'État, hein, vu qu'il s'empare par la violence des institutions légitimes, y compris la présidence donc du gouvernement et la présidence palestinienne. Et là, il y a un moment qui a été perdu. Et là, moi, je suis très sévère sur Mahmoud Abbas. Je suis convaincu que si Mahmoud Abbas était le 16 juin 2007 revenu à Gaza, tout cela n'était pas irréversible. Mais je crois, et j'ai eu des témoignages, qu'il y a eu un lâche soulagement à Ramallah en disant on est enfin débarrassé. On est enfin débarrassé de toute cette histoire, de tous ces problèmes qui s'y enferment et qui s'y... Donc depuis, on en est là. Hein, et ce sera ma conclusion. Je crois qu'on est dans une triple impasse. Une impasse palestinienne. Il est évident que la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, ça ne marche pas, parce que les deux appareils ont chacun constitué leur fief, je n'appelle même pas ça un État, c'est misérable, hein, avec leur propre bailleur de fonds, leur appareil de sécurité complètement surdimensionné, dans un cas comme dans l'autre, leur administration à eux seuls loyale, leur réseau de clientèle, et que c'est le peuple palestinien, entre autres à Gaza, qui essaie d'imposer cette réconciliation aux appareils qui n'en veulent pas. Une impasse israélienne, vu qu'on voit que même avec l'extrême violence de plomb durci, eh bien ça ne règle pas le problème de sécurité d'Israël. Hein, et effectivement, ça ne peut passer que par une réponse politique. Et puis une impasse humanitaire, hein, je crois, c'est pour ça que je me garde fort, à titre personnel, hein, de me joindre à différents discours catastrophistes sur Gaza. Le problème de Gaza n'est pas que c'est une catastrophe, le problème de Gaza, c'est que ça doit cesser. Voilà, hein, pour que les gens aient tout simplement une vie normale, une perspective, un horizon. Hein, je ne pense pas qu'il faut dire qu'on y souffre de telle ou telle pathologie pour justifier un intérêt sur Gaza. L'intérêt se justifie amplement par le fait que cette situation est créée par
le rapport de force international. Ce n'est pas du tout une situation normale. Elle doit cesser. Et donc, moi je propose très simplement, et c'était Alain qui avait trouvé ce titre dans le monde diplomatique, tout finit, tout commence par Gaza, et réciproquement, qu'on recommence par Gaza. Que plutôt qu'on fasse semblant de croire qu'on pourra faire un accord ailleurs et que Gaza se raccrochera à cet accord, ce qui me paraît totalement dénué de réalisme, prendre un territoire où on ne se pose pas la question des frontières, où on ne se pose pas la question des colonies, où on se pose fondamentalement la question de la prise en compte des aspirations des deux peuples, et non pas pour en rester là, mais que c'est à partir de là que peuvent se mettre en place des mécanismes. Donc moi je prône un triptyque vertueux, désenclavement, démilitarisation et développement, vous voyez, qui n'est pas interdit de rêver même à IREMO, et même à Gaza. Voilà.